Sans plus attendre, je vous propose de démarrer avec la présentation du bilan et des bonnes pratiques 2023 du rapport ESG avec Catherine Tissot-Coll qui nous rejoint tout de suite sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour, bonjour et bon après-midi à tous. Merci d'être nombreux et je salue également tous ceux qui nous suivent via leur ordinateur préféré. Alors aujourd'hui, nous présentons le bilan des pratiques ESG des grandes entreprises, bilan qui existe depuis plusieurs années et qui a cette année une orientation un petit peu particulière. Je voulais rappeler au préalable que dans ces domaines, l'environnement, le sociétal, la gouvernance, les entreprises sont souvent perçues comme des problèmes, mais nous sommes très attachés au MEDEF à ce que nous soyons aussi et surtout des apporteurs de solutions. Et ça fait des années que cette maison, ses membres, ses fédérations, les entreprises sont engagées sur ces thématiques. Et donc, cette année, pour que les entreprises puissent répondre aux nouvelles attentes dont on va vous parler, le rapport qui a été préparé sur le bilan de ce qui existe déjà en matière de reporting ESG est un petit peu différent. Ça sera présenté par Julien et Philippe en détail, parce que à la fois c'est un bilan de ce qui s'est fait, et puis un certain nombre de remarques touchent ce qui va se passer maintenant. Vous êtes certainement, pour beaucoup d'entre vous, des spécialistes des questions RSE, ESG. Donc, vous le savez, la directive CSRD rentre en vigueur. La directive CSRD, c'est un nouveau mode de reporting pour les entreprises qui va au-delà, en termes de périmètre, de ce qui existait déjà. Et c'est une marche haute pour tout le monde, très haute sans doute pour certains, en termes de niveau d'exigence, de granularité, de complexité et d'engagement qui est demandé à toutes les entreprises qui rentreront dans le périmètre. Pour pouvoir accompagner cette démarche, des standards viennent d'être élaborés au niveau de l'Union européenne. Ces standards sont déjà au nombre de 12 et ils seront accompagnés dans les prochaines années d'une quarantaine supplémentaires. Les 12 sont génériques et les 40 vont s'attacher à travailler secteur par secteur. Pour faire cette démarche, il va vous être expliqué que nous ne partons pas de rien, loin de là, beaucoup de choses existent. Il y a des points forts, il y a des faiblesses, et il y aura de toute façon besoin d'un gros travail d'accompagnement. Mais je laisse la parole à nos amis pour présenter l'étude, et je reviendrai vous voir pour une petite synthèse à la fin. Bon après-midi. Donc je me présente, je suis Philippe Aubin, associé des équipes EY en matière de climat et de durabilité. Et donc nous sommes très heureux, je dis nous parce que également avec nos confrères de Deloitte, de vous présenter ce 4e bilan qui est le fruit de la 5e année de collaboration avec nos confrères et le MEDEF sur les sujets depuis la mise en œuvre de la directive NFRD qui s'est traduite par la déclaration de performance extra-financière en France. Alors, peut-être un mot d'introduction pour rappeler les choix méthodologiques et les partis pris qui ont été les nôtres cette année, d'autant plus important qu'il y a eu des évolutions par rapport à l'an dernier, comme l'a souligné Catherine. Alors, tout d'abord, des choses sont restées stables, notamment le périmètre, on reste sur 100 grandes entreprises de divers secteurs. On a plus d'une quinzaine de secteurs que vous pouvez voir listés sur la partie droite de la présentation. Et ça, c'est quasiment inchangé par rapport à l'an dernier. En revanche, dans l'esprit et dans la nature des questions qui ont été posées, l'exercice a été beaucoup plus, tout autant anticipatif que rétrospectif, à savoir, on a cherché à mesurer le niveau d'anticipation des entreprises, quasiment 2 exercices avant l'applicabilité des exigences, puisqu'on parle d'applicabilité en 2024, et l'exercice de reporting sur lequel est bâti le bilan concerne l'exercice 2022. Donc on a bien 2 exercices, on va dire, d'anticipation.
dont nous avons cherché à mesurer cette anticipation 2 ans avant. Sachant qu'entre-temps, évidemment, comme vous le savez, en 2022, autant des projets étaient disponibles, mais ce n'est qu'en 2023 et pour partie cet été, à l'été 2023, que la dernière partie, en tout cas une partie importante sur les ESRS, a été publiée par la Commission européenne. Donc, également, dans ces propos-là, dans ces avertissements-là, il y a une vocation un petit peu chiffrée, c'est nos métiers qui aiment bien ça aussi, mais également une vocation d'illustration. Il y a plus de 30 illustrations qui sont dans le rapport. Alors évidemment, on n'a pas le temps de les détailler aujourd'hui, mais si la lecture complète du rapport vous intéresse, vous verrez qu'il y a beaucoup d'illustrations qui se veulent inspiratrices pour s'inspirer des bonnes pratiques identifiées. Voilà, et donc la dernière chose, finalement, de par cette anticipation, quelque part, ce que je voulais dire, c'est que la bonne pratique historique qu'on avait pu relever lors des exercices précédents, mais finalement va devenir quelque part la norme de demain, la norme de 2024. Peut-être un mot également sur la grille qui a beaucoup évolué, les axes d'analyse, je ne vais pas la détailler complètement, mais on a cherché à se concentrer sur une quinzaine de questions de différentes catégories, donc de 6 catégories importantes de l'ESRS, mais bien sûr, ça a une vocation plus de sélection que d'exhaustivité, des thématiques sur les principes généraux qui s'appliquent, avec un zoom sur la matérialité que vous détaillera par la suite Julien, des sujets sur le climat, que ce soit adaptation ou atténuation, y compris sur les aspects biodiversité, des sujets plus techniques aussi sur la pollution et l'économie circulaire, et bien sûr sans oublier des thématiques sociales de responsabilité sociétale. Voilà, donc en bilan, un exercice qui se veut tout autant illustratif, plus illustratif que exhaustif, et plus anticipatif que complètement rétrospectif comme les années précédentes. Julien, je te laisse présenter. Avec plaisir. D'abord, bonjour à tous. Je suis Julien Rivals du cabinet Deloitte. J'ai eu le plaisir de suivre cette étude pour la 5e année consécutive. Effectivement, comme l'a expliqué Philippe, cette année, on regarde plus devant que derrière, quelque part. Et donc, on a une restitution des informations qu'on va vous présenter, plutôt en se disant, voilà, est-ce que les entreprises, par rapport à ce qu'elles ont reporté en 2022, sont prêtes pour 2024 ? Alors forcément, déjà, dans la question, il y a un prisme, et donc on est plutôt dans le verre à moitié vide, mais également, et c'est formidable, énormément de bonnes pratiques qui vont nous inspirer, et certainement inspirer les nouveaux entrants, ceux qui vont devoir reporter avec la CSRD et les ESRS, et qui n'y sont pas. Le premier sujet, naturellement, qui intéresse, qui est la clé d'entrée de la CSRD et des ESRS, c'est cette notion de double matérialité. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, l'idée c'est que qu'est-ce qu'on doit obligatoirement reporter demain avec la CSRD et les ESRS ? Eh bien, on doit reporter ce qui est matériel selon une définition de la matérialité qui est la double matérialité, qui est définie par les ESRS, une matérialité financière et une matérialité d'impact, pour reprendre les termes prévus. Et donc c'est sur ces 2 critères qu'on analyse les sujets sur lesquels les entreprises, qui concernent les entreprises, et sur lesquels elles doivent s'exprimer et donc reporter. Donc forcément, l'analyse de matérialité, on s'est aussi aperçu, on le savait déjà dans les études précédentes, que c'est pas nouveau et que on est sur un sujet que les entreprises, les analyses de matérialité, ça existe depuis au moins 10-15 ans pour certaines grandes entreprises. Et donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'approche CSRD et ESRS qui est un peu singulière et qui est venue préciser les attendus qui arrivent. Alors quand on regarde finalement ce panel de 100 grandes entreprises françaises, encore une fois on est là sur un panel d'entreprises assez mature, on s'aperçoit que 14 d'entre elles se disent plutôt alignées avec ces principes de double matérialité, c'est-à-dire intégrant les principes de double matérialité tels que prévus par les ESRS. 69 ont une analyse de matérialité, pas forcément tout à fait dans les canons attendus par les ESRS, et pour cause, quand elles ont fait ces travaux-là, ils n'étaient pas connus. Donc,
ou en cours de préparation. Et puis, certaines, bien sûr, et c'est une obligation de la DPEF, donc toutes les autres, les 17 autres, listent leurs grands enjeux ESG, comme c'est prévu par la DPEF. Donc, de fait, il y a déjà une analyse des sujets importants, puisque c'est déjà une clé d'entrée de la DPEF. Qu'est-ce qui va changer, finalement, et où sont les défis dans cette première étape de la mise en place de la CSRD et des ESRS? Premièrement, c'est qu'il faut remettre à plat les enjeux ESG. C'est-à-dire, les normes ESRS parlent de IRO pour incidence, risque et opportunité. Les entreprises vont devoir redéfinir quelles sont leurs incidences, risques et opportunités, donc leurs enjeux ESG. Et pour ça, les ESRS proposent, dans le ESRS 1, regardez bien le paragraphe AR16, que je vous recommande, puisqu'il liste une première liste d'IRO à analyser, pas exhaustive bien sûr, mais qui est absolument utile. Après, les ESRS, elles définissent des critères. Comment on va évaluer la matérialité financière et la matérialité d'impact, avec des notions sur l'ampleur, la remédiabilité, en analyse financière, en impact financier, l'occurrence, la probabilité d'occurrence, et puis l'importance des effets financiers. Donc il y a des critères comme ça qui sont posés dans les normes. Alors bien évidemment, avec ces travaux, et quand on dit il y en a 14, on n'a pas fait une analyse de conformité précise aux ESRS. Et ça ne veut pas dire que dans ces 14, il n'y aura pas non plus, pour les entreprises qu'on a définies dans ces 14, encore un peu de travail pour affiner tout ça. Plusieurs questions se posent dans ce travail de matérialité. On aura après un échange avec des praticiennes pour voir comment elles le vivent. Plusieurs questions aussi, et qui, nos illustrations, les bonnes pratiques qu'on a pu faire sortir, permettront d'avoir des éclairages utiles, j'espère, pour un certain nombre d'entreprises qui veulent continuer à travailler sur cette dimension de double matérialité. Premièrement, c'est les parties prenantes. Le texte dit qu'il faut coopérer avec les parties prenantes. Les termes sont importants, et donc c'est intéressant de voir comment les entreprises aujourd'hui, par ce travail d'analyse de matérialité, coopèrent avec les parties prenantes, soit en tenant compte de leur point de vue, soit en les sollicitant directement pour l'exercice, mais encore une fois, ça n'est pas une obligation dans le cadre des ESRS. La question de l'horizon de temps, c'est bien beau la matérialité, mais on parle de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et donc là aussi les ESRS précisent, et il faudra certainement dans ce travail affiner. La question de la validation par la gouvernance. Quelle est la vision de cette vision de double matérialité? Elle appartient à qui? C'est celle imposée par des parties prenantes externes, c'est pas tellement ce que disent les textes, ou est-ce que c'est la vision de la gouvernance de l'entreprise, la direction et la gouvernance de l'entreprise, sur ce qui est important pour elle. Et puis enfin, dans ce travail, beaucoup de questions que les praticiens ont sur la coordination entre les analyses de risque, le devoir de vigilance, les cartographies diverses et variées dans plein de thèmes, dont par exemple le thème de la corruption, ou sur les sujets sociaux, environnementaux, etc. La prise en compte de la chaîne d'approvisionnement, où est-ce qu'on met le curseur de la prise en compte en aval et en amont, etc., etc. Donc il y a encore plein de sujets qui se posent pour établir ces doubles matérialités. Mais vous voyez que les entreprises françaises, avec ce panel, en tout cas sur ce panel particulièrement avancé, ont déjà une culture de l'analyse de matérialité, de la réflexion sur ces sujets-là, et là encore, elles sont loin de partir de zéro. Et donc, s'il y a des amis journalistes dans la salle, n'hésitez pas, il n'y en a que 14 qui sont prêtes, c'est 100 qui travaillent déjà dessus, toutes travaillent dessus, avec certaines qui ont déjà des travaux assez aboutis, donc bravo à elles, et encouragement pour les autres, et puis pour celles qui s'y mettent, plein de sources d'inspiration certainement sur ce champ essentiel, puisque c'est la clé d'entrée de l'ensemble des ESRS, et notamment des sujets environnementaux et sociaux sur lesquels on va maintenant rentrer, et notamment le sujet environnemental. Merci Julien. Alors effectivement, sur les sujets environnementaux, à commencer par le climat, qui est un sujet qui a énormément progressé lors des dernières années. Et donc on s'est attelé à regarder cet aspect-là qui constitue, comme vous le savez, le cœur d'un des 12 standards de reporting, le E1. Ce qu'on constate, c'est que avec une assez grande maturité, la quasi-totalité des entreprises publient désormais des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Ensuite, quand on regarde plus dans le détail,
Alors il y a quelques exceptions, je crois qu'on a noté moins de 3 exceptions d'entreprises qui ne publiaient pas encore des objectifs climat, mais ça devient quasiment exceptionnel. Quand on regarde plus dans le détail que constituent ces publications et ces engagements, ces objectifs, la majorité présente d'ores et déjà des objectifs à horizon 2030 alignés sur les scénarios les plus ambitieux, tels qu'ils sont mesurés aujourd'hui, notamment via donc alignés par ce qu'on appelle des scénarios alignés sur les scénarios 1.5 de l'accord de Paris, qui sont définis par des organisations comme le SBTI, Science Based Target Initiative, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une initiative internationale basée au UK qui fait de plus en plus référence sur le marché international, en tout cas, et que suivent manifestement de plus en plus de groupes français et européens. Donc ça, c'est déjà une belle avancée. Ensuite, dans les axes plus de progrès, ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement, ce qui reste à faire, c'est de bien définir quelque part les échéanciers et les scénarios précis qui ne sont pas toujours le cas, notamment pour ceux qui ne sont pas dans cette démarche de scénarios validés SBTI, voire de leviers de décarbonation qui ne sont pas toujours décrits, enfin qui peuvent être mieux décrits, voire idéalement quantifiés dans l'esprit de ce qui est demandé, par les textes sur la CSRD et les ESRS. Voilà, donc en termes on retrouve ceux qui sont alignés sur ceux qui décrivent les objectifs. En termes de challenge, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a ce qu'on ressent, c'est qu'il y a des sujets, j'en voudrais en citer 2, il y en a beaucoup bien sûr, mais notamment deux problématiques. La problématique premièrement d'intégration dans les plans d'investissement, c'est-à-dire tous ces objectifs sont bien, mais sont-ils intégrés dans les plans à court, à moyen, long terme et d'investissement des entreprises? Et donc, quelque part, ont-ils été actés stratégiquement et l'entreprise met-elle les moyens dont on a besoin pour atteindre ces objectifs? C'est une vraie question difficile. Et deuxièmement, une question qui revient souvent sur la compétence des personnes, des dirigeants, des opérationnels, des administrateurs parfois, puisqu'on parle de sujets qui deviennent assez vite techniques, soit dans les process ou dans les achats, et donc ils nécessitent une véritable montée en compétences sur ces sujets de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Alors en matière, à la lisière du changement climatique et de l'adaptation, un sujet aussi sur la biodiversité, qui faisait l'objet d'une des questions. Ce qu'on constate, c'est que la plupart des entreprises mentionnent la biodiversité comme étant un enjeu important, et je pense que vous serez souvent d'accord avec cela. En revanche, c'est encore difficile pour elles de mesurer précisément, de mesurer les choses de manière plus quantitative ou analytique. Et donc on retrouve assez peu d'éléments d'analyse quantitative dans les rapports aujourd'hui. Alors encore une fois, on est avec 2 ans d'avance, donc ça ne veut pas dire qu'elle n'y travaille pas aujourd'hui. Donc on avait pris un sujet, notamment la cartographie des installations par rapport à la proximité avec des zones d'enjeu de biodiversité, que vous voyez ici, et qui montre effectivement peu d'entreprises en sont à ce stade encore aujourd'hui. Alors ça soulève aussi la problématique sectorielle ou de matérialité, puisque quand on va sur les sujets de biodiversité, mais c'est également vrai sur les sujets de ressources, finalement, ou de pollution, on arrive sur des sujets qui sont éminemment locaux, et beaucoup plus que le changement climatique, puisque le changement climatique, quel que soit le lieu où vous émettez, finalement, le lieu d'émission importe peu, finalement, sur l'impact que ça peut avoir, alors que sur ces autres thématiques environnementales, la dimension locale et les enjeux sectoriaux sont beaucoup plus sectoriels, sont beaucoup plus prégnants. Et donc ça nous a amené, même si l'analyse resterait à parfaire, mais à distinguer 2 catégories en première approximation de secteurs. Finalement, les secteurs qui étaient considérés comme prioritaires au sens du référentiel qu'on a considéré de la TNFD, qui catégorise certains secteurs, certains jugés prioritaires ou non. Alors c'est forcément discutable, mais au moins c'est une base
c'est une base existante pour faire une première catégorisation, et où l'on voit que finalement, si on restreint la proportion d'entreprises qui ont fait ces analyses, généralement, voilà, se situe quasi exclusivement au sein de ces secteurs-là. Donc on voit que l'analyse, finalement, si on veut la poursuivre et être sur la bonne échelle, il faut qu'on la poursuive et qu'on la croise avec les entreprises ou les secteurs sur lesquels ces sujets seront considérés comme matériels. Et ce qu'on dit ici sur la biodiversité vaut sur la plupart des autres thématiques environnementales. Donc voilà, il y a d'autres sujets qui seront détaillés dans le rapport qu'on ne va pas forcément détailler ici, mais on voulait illustrer par le changement climatique et la biodiversité le type de problématique sur les sujets environnementaux. Et je vais laisser Julien présenter les dernières thématiques pour ne pas oublier les sujets bien sûr sociaux ou sociétaux. Non, parce que ça ne nous a pas échappé pour ceux qui ont lu les ESRS, qu'il y a quand même des petites subtilités dans ces textes et des nouveautés, enfin ce qu'on peut espérer ou identifier, nous, avec nos quelques années d'expérience sur ce sujet, des nouveautés ou des attentes qui ne reflètent pas forcément les pratiques passées, avec des sujets comme par exemple l'information demandée sur les écarts de rémunération. Alors ça ne veut pas dire qu'un certain nombre d'entreprises ne le faisaient pas déjà, mais dans les référentiels, il n'y avait pas, ou dans les pratiques, c'était pas forcément ça. On était sur des données sociales, les effectifs, leur répartition, des éléments de diversité, d'accidents du travail, etc., de formation. Mais certains sujets sont apparus dans les ESRS peut-être comme des attentes des parties prenantes, et donc demandées dans les ESRS, parfois d'ailleurs avec un peu de temps de mise en œuvre. Tout n'est pas pour 2024, et notamment en ce qui concerne ces analyses d'écart de rémunération, ou autre sujet, des informations sur les personnels non employés, non salariés. Alors ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de débats, beaucoup de discussions entre parties prenantes sur comment on reporte. Alors on voit bien la logique, une entreprise a une responsabilité d'accueillir des travailleurs qui ne sont pas forcément ses employés. On parle par exemple d'intérimaires, de sous-traitants, etc., de gens qui travaillent sur les sites, donc avec une responsabilité, mais comment on mesure, avec des défis, parce qu'il n'y a pas forcément toujours les systèmes d'info ou l'accès à la donnée pour pouvoir reporter sur ces sujets-là. Alors on a fait un zoom notamment sur les taux d'accident du travail. On a regardé comment les entreprises reportaient sur quel périmètre, puisqu'elles vont devoir à terme reporter sur le taux d'accident intégrant finalement l'ensemble des personnes travaillant sur leur site, donc y compris les intérimaires, les sous-traitants, avec des définitions d'ailleurs à caler, parce que tout ça n'est pas encore tout à fait précis pour que ce soit comparable. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans ce panel de 100, moi je suis plutôt un enthousiaste et un positif, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y en a déjà 31 entreprises qui ont déjà cette considération et essaient d'aller chercher de l'information sur notamment les accidents du travail, pas seulement sur leurs salariés, de toute façon ça la DPEF le demande pour les salariés, donc c'est 100% report sur les accidents du travail de ses propres salariés, mais 31 dans ce panel vont au-delà, puisqu'elles reportent aussi des informations sur les accidents du travail, sur ces personnels qui ne sont pas directement salariés par elles. Avec deux types d'approches, là on voit le chiffre 7 où il y a un indicateur spécifique pour cette population-là, et 24 qui ont un taux qui cumule l'ensemble des personnels, qui soient salariés ou intérimaires externes. Donc intéressant de voir, et là aussi, vous verrez dans l'étude des illustrations de bonnes pratiques, bonnes pratiques ou inspirantes en tout cas, qui peuvent aider ceux qui réfléchissent sur ce sujet, pour voir comment certains l'ont fait, certainement un peu plus d'ailleurs dans le secteur industriel, qui a peut-être une culture plus forte sur ces aspects-là, mais pas que. Autre sujet particulier en social qui arrive, qui se renforce en tout cas avec les ESRS, c'est le sujet de l'écart de rémunération. Alors on a en France, bien évidemment, pour les sociétés de droit français, limité au périmètre français, l'index de rémunération de femmes, où là toutes les sociétés sont concernées, doivent le faire, donc le sujet ne se pose pas. Sauf que là on est bien sur un reporting consolidé, groupe, donc un périmètre international pour les grandes entreprises. Et donc là on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué d'analyser, d'avoir la data, d'analyser cette donnée, de pouvoir faire ces comparaisons. Et pour autant, là quand même intéressant, plus de la moitié des entreprises du panel ont quand même des informations assez détaillées, chiffrées, sur
la différence, l'écart de rémunération homme-femme, avec souvent des objectifs, avec de la transparence. Et donc on voit bien qu'on a un niveau déjà intéressant, et là aussi des pratiques inspirantes que vous trouverez dans l'étude. Et puis, nouvelle notion, enfin nouvelle pour un certain nombre d'entreprises en tout cas, cette notion de salaire décent, qui est aussi un des indicateurs, une des disclosure requirements, pour reprendre les termes anglais des ESRS, donc une des informations sur lesquelles les entreprises devront reporter à terme avec la CSRD des ESRS. Il y a un petit temps de mise en œuvre qui est laissé pour les entreprises. Et là, cette notion étant quand même assez nouvelle, même si elle circule dans les zones de réflexion multiparties prenantes, c'est quand même assez intéressant. C'est le 8, c'est-à-dire qu'il y a déjà 8 entreprises qui ont creusé ce sujet du salaire décent, qui ont des engagements assez forts, certains même affichant déjà des partenariats avec des ONG ou des réflexions sur ce concept, parce que ce concept même n'est pas forcément connu de tous et bien défini. Donc, partenariat avec des ONG, notamment Fairwage Network, par exemple, qui revient souvent dans les entreprises mobilisées. Et puis, des engagements à avoir 100% de leurs salariés, bien sûr, qui ont un salaire décent pour une grande entreprise du CAC 40, et une autre mettant en place un pilote pour que ces salaires décents soient aussi clairement respectés chez l'intégralité des fournisseurs stratégiques du groupe, avec un pilote qui est présenté dans la DPEF actuelle. Donc vous voyez qu'il y a des entreprises qui se mobilisent, qui défrichent ce sujet et qui avancent, et donc c'est intéressant de les mettre en avant et de voir si ça peut inspirer pour trouver la réponse aux ESRS qui arrivent sur ce pan-là. Peut-être, je vais m'arrêter là parce que le temps tourne et qu'on va surtout écouter maintenant nos praticiennes et les faire réagir sur un certain nombre d'aspects. Je voudrais finir d'abord par remercier ceux et celles qui ont travaillé sur cette étude, parce que Philippe et moi avons supervisé, mais heureusement, on a une super équipe, d'abord encadrée par Émilie Blaise au MEDEF, merci à elle, parce qu'elle a parfaitement coordonné nos travaux, et même si on se connaît bien, qu'on a l'habitude depuis quelques années à travailler avec nos confrères, c'est toujours intéressant d'avoir le regard du MEDEF, un regard neuf sur ces sujets. Et puis, côté EY, merci à Romaine Gruget, merci à Marius Soulas, à Hélène Audic, à Élodie Lambollet. Et puis côté Deloitte, merci beaucoup Aude Revel, Gilles Trollez, Aurélie Deroux et Mohamed Amin Lagdar, qui ont participé à cette étude tout l'été, pour certains avec peu de vacances pour pouvoir produire tout ça. Merci à tous. On va, je crois, maintenant passer à la table ronde. Merci, bienvenue. Merci au BNF de nous accueillir. Je crois que j'avais une première question d'entrée. Ce qui est très intéressant quand on vous accueille, c'est de voir les titres que vos organisations ont choisis pour vos fonctions respectives. Et je voulais vous lancer sur ça. Quel est le sens? Est-ce que derrière ce titre, pourquoi vous en êtes arrivé là? Est-ce que c'est une suite logique? Est-ce qu'il y a eu un changement récent? Est-ce qu'il y a un sens à ces 3 titres que vous découvrez, et qui sont sensiblement différents? Est-ce qu'il y a un message ou une raison? On va peut-être commencer par Fabienne, parce que vous avez une certaine continuité dans votre titre. Oui, moi, mon titre n'a pas évolué. Donc, il a été créé comme ça au moment de la COP 21, puisque mon poste a été créé et je l'occupe depuis. Donc, au moment de la COP 21, et nous, on s'est beaucoup interrogé sur quel nom prendre. Et on a choisi RSE et responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, on est vraiment resté sur une définition classique. Ensuite, j'ai repris la fondation, mais c'était vraiment l'idée d'intégration des parties prenantes et du dialogue parties prenantes. C'est-à-dire comment nos parties prenantes externes et internes influent ou intègrent notre stratégie, comment leur avis à court, moyen et long terme viennent influer notre stratégie, nos décisions. Donc c'était vraiment l'axe intégration parties prenantes et transversalité de l'entreprise. Merci Fabienne. Karine, on voit bien Chief Impact Officer, donc ça fait un lien avec les impacts, risques et opportunités de l'ESRS.
Je ne sais pas si on anticipait déjà ça, non. Mais nous, on a changé de nom l'année dernière, donc c'est effectivement récent, au moment de l'Assemblée Générale. Donc en fait, moi, j'ai pris le poste il y a 4 ans. J'étais directrice financière de la direction internationale avant ce poste. Et quand j'ai fait le tour des parties prenantes, un peu comme l'a dit Fabienne, effectivement, je pense que c'est un poste où on a vraiment besoin d'avoir le retour des parties prenantes. Et je me suis fait quand même pas mal bousculer sur le thème, nous on s'appelait développement durable avant, sur le thème développement durable, c'est on repeint la girafe en vert, mais en fait on change pas grand chose. Et donc là où on est en 2019, moi je suis arrivée en septembre 2019, il y avait quand même un fort sentiment du fait qu'on n'allait pas assez vite et qu'il fallait qu'on arrête de dire qu'on était les meilleurs et qu'il fallait qu'on accepte de regarder les impacts négatifs et qu'on les minimise. Et on a, je pense, tous reçu autour de cette table le collectif pour un réveil écologique et notamment leur questionnaire après le manifeste. Et moi, j'ai été très interpellée par ça, effectivement. C'est-à-dire, si vous regardez les réponses qui ont été faites par les entreprises, il y a celles qui sont très institutionnelles. Et puis il y a celles qui ont été faites, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai fait, c'est mes stagiaires qui ont répondu. Et ils n'ont pas du tout répondu pareil en fait. Donc ils n'ont pas du tout dit qu'on était leader. Ils ont dit qu'on était mauvais sur pas mal de trucs. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Effectivement, ça donne une posture d'humilité qui était un peu nécessaire à mon avis. Et donc voilà, donc du coup en fait on a fait notre chemin depuis 4 ans et le changement de nom s'est fait vraiment à la fin. C'est-à-dire qu'on a commencé par publier notre rapport d'impact. Ensuite en faisant parler les parties prenantes justement. Ensuite on a publié notre Impact Score, qui est une méthodologie qui a été lancée par le mouvement Impact France, donc French Tech for Good plus ESS, donc un environnement très loin d'EDF. Et on est sorti avec la plus mauvaise note de toutes les agences de notation à qui on répond. Donc là aussi, ça montre quand même le prisme, qui n'est pas du tout le même quand vous êtes best practice dans une agence où potentiellement vos comparables sont moins bons que vous, versus la notion absolue d'impact. Voilà, donc c'est un peu pour ça qu'on a changé le nom. Voilà, maintenant c'est vrai que ça résonne avec la CSRD aujourd'hui. Merci Karine. Et Laurence, effectivement, il y a plusieurs groupes, notamment au sein du CAC 40, qui ont défini de nouveaux postes, et notamment Kering, et vous êtes devenue directrice finance durable. Alors pourquoi et comment ça, qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de perspective d'organisation et peut-être de périmètre aussi d'intervention? Oui, complètement. Donc, la direction finance durable chez Kering a été créée il y a 1 an. Donc moi-même, je suis une ancienne directrice financière et j'allais vous dire, quand on est directeur financier un jour, directeur financier toujours. Donc dans le titre, on a juste rajouté durable, parce que je pense que c'est comme ça que la finance aussi doit être sur les prochaines années, avec un directeur financier qui va être aussi de plus en plus impliqué. Et on verra certainement de plus en plus de titres de directeurs financiers qui deviennent également Chief Impact Officer. Donc des directeurs financiers de plus en plus impliqués dans ces projets de transformation et surtout la nécessité d'allier l'euro et, j'allais dire, vulgairement, le CO2, mais de toute façon beaucoup plus large, l'euro et la durabilité pour pouvoir effectivement s'inscrire dans le temps. Donc on a créé cette direction finance durable il y a 1 an chez Kering. C'est une création de poste et l'originalité de cette direction, c'est qu'elle est à double reporting. Donc un reporting de la direction du développement durable et un reporting à la direction financière. C'est une jeune direction, une petite équipe, et j'ai voulu que dans cette équipe, on ait des profils multicompétences. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a menée il y a 1 an, en venant effectivement, en voyant arriver tous ces sujets autour des enjeux et de reporting et de stratégie de décarbonation associés à ces contraintes, à ces sujets de financement en fait de notre transition, à des questions de plus en plus précises de la part de nos parties prenantes, de la société civile et de l'ensemble des investisseurs et des analystes concernant le financement de nos plans d'action. Donc j'ai monté cette direction il y a 1 an en mixant des profils ingénieurs, climat, environnement et des profils financiers et un profil également plutôt stratégie qui nous a rejoint début septembre. Donc voilà, une petite équipe, mais une équipe qui a vocation à travailler de façon transverse avec toutes les organisations de notre groupe en matriciel et en apportant à chaque sur les 3 piliers, donc le pilier environnement, climat, le pilier finance, transformation et le pilier stratégie. Donc on apporte en matriciel une expertise de façon transverse sur l'ensemble des sujets. C'est intéressant, on reviendra sur cette question de l'évolution des besoins de compétences, parce qu'on sent bien derrière
vos propos, Laurence, le besoin de compétences de la qualité de la donnée, de la fiabilité de la donnée, qui n'est pas forcément la culture habituelle des praticiens de l'environnement, du social, etc. Ça ne veut pas dire que certains ne l'ont pas. Mais voilà, ces questionnements, et on voit bien qu'il a eu lieu dans beaucoup d'entreprises sur, mais finalement, quelles sont les compétences dont on a besoin demain? Mais avant de rentrer dans cette question, j'ai envie de dire, je vais poser la question d'au-dessus, l'étage du dessus, qui est finalement, on a présenté là quelques éléments d'évolution qui vont être attendus, qui sont certainement des marqueurs de l'évolution de la CSRD et des ESRS par rapport au reporting ESG que nous connaissons aujourd'hui. Comment vous le vivez-vous, cette marche CSRD-ESRS? Vous êtes quand même 3 groupes particulièrement, alors Karine avait la modestie de dire pas bien notés ou challengés par un certain nombre de parties prenantes pour certaines de ces activités peut-être, mais en tout cas des groupes qui sont réputés comme ayant un reporting détaillé, fiabilisé depuis de nombreuses années, assez mature, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises qui vont rentrer dans la CSRD et les ESRS. Vous, la marche, elle est quoi? Elle est finalement ces petits ajustements et c'est pas bien méchant, ou on a quand même un changement de paradigme net, et comment, si c'est le cas, vous le définiriez? Alors, je propose de refaire le même ordre, si ça vous va, Fabienne. Oui, ça me va. Moi, j'ai un parcours un peu particulier, puisque moi, j'ai commencé à travailler sur la CSRD et sur les ESRS dans le groupe de travail de l'EFRAG. Donc, à partir de juin 2022 jusqu'à avril 2023. Et donc, j'ai participé à l'élaboration donc, de ces ESRS. Donc, vous pourrez penser à moi quand vous lirez. Je les ai lus tous de nombreuses fois et sur de nombreux drafts. Et je sais combien ils sont compliqués, je sais comment ils sont construits de façon complexe, comment ils sont écrits de façon complexe. Et derrière aussi, peut-être, il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas forcément des sujets intellectuels, qui ne sont pas forcément calés, des concepts, on va dire ça comme ça. Donc j'ai abordé, moi, le sujet de façon un peu différente peut-être des autres. C'est-à-dire que d'abord, j'ai attendu. Parce que, et ça, c'est un sujet qu'on a eu aussi sur la taxonomie et qu'on a en global sur l'Europe. C'est qu'il circule beaucoup de drafts, mais qu'au bout du compte, ce n'est pas les drafts qu'on doit appliquer. C'est le texte final. Donc moi, je veux bien qu'on discute il va se passer ça, il faut absolument que vous vous prépariez au pire, mais le pire n'est jamais certain. Et il y a un process démocratique en Europe, et autant le respecter. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a une partie de nos réponses sur les ESRS qui est l'acte délégué, qui là ne bougera pas beaucoup, puisque à moins d'être refusé. 31 juillet 2023, donc 31 juillet 2023. La version est définitive. Avec encore 2 grandes inconnues, qui est d'une part les guidelines sur les doubles matérialités, qui aujourd'hui n'ont pas été faites, et d'autre part, comment nos auditeurs vont évaluer et qu'est-ce qu'ils vont nous demander sur ces éléments. Donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui ne peut être fait qu'au prisme de ce qui existe, c'est-à-dire les ESRS au 31 juillet, et puis en travaillant sur nos inconnus, donc, qui restent extrêmement importants. Enfin, je veux dire, il ne faut pas minimiser les inconnus qui nous restent. Donc on a commencé un chemin avec ça en tête, et un défi personnel qui est de ne rien faire d'inutile. C'est-à-dire ne pas commencer à travailler avec des équipes. J'ai dit on travaille uniquement en transverse, donc ne pas commencer à transférer dans l'entreprise les débats les débats sur le pire, et essayer que l'organisation continue à travailler sur l'essentiel, c'est-à-dire les impacts, comment on les réduit et comment on travaille sur des solutions. Donc voilà, protéger au maximum l'interne sur tous les débats anxiogènes, et puis ensuite se mettre, nous, à travailler sur la double matérialité, puisque la CSRD et les ESRS, ça commence par là, c'est-à-dire commencez pas par regarder les standards si votre sujet n'est pas matériel. Donc commençons par la double matérialité, qui chez nous n'apparaît que draft, pas draft parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait, mais elle est draft parce qu'elle n'est pas validée par nos auditeurs, et que pour moi, cette étape-là de validation, elle va être importante. Donc on a commencé à travailler sur ça, et sur une première gap analysis sur nos sujets matériels. Et beaucoup, donc une fois qu'on a fait cette gap analysis, on a vu déjà, c'est peut-être une surprise, mais qu'on a beaucoup de choses.
et ça nous arrivera à tous. On est peut-être avancé, mais je pense que toutes les entreprises ont plus de réponses qu'elles ne le pensent. Donc prenons le temps au départ de bien faire ce travail. Avant de regarder ce qui nous manque, regardons ce qu'on a. Et souvent, on a beaucoup de choses. Ensuite, les ESRS, c'est beaucoup de qualitatif. Stratégie, vous avez parlé impact, risque et opportunité. Ne négligez pas les opportunités. Et c'est vrai, quand nous, on a des solutions sur la décarbonation, etc., c'est important d'avoir l'impact financier des opportunités est aussi important que l'impact financier en qualitatif. Donc, pensée mécanique, double matérialité, ESRS, et dans les ESRS, ce qui est important, c'est le début, c'est-à-dire stratégie, impact, risque et opportunité, et plan d'action. Et puis après, il y a les reporting, et vous pouvez vous dire à la fin, bah oui, mais j'ai pas le système qui me permet de calculer les reporting, mais si déjà vous avez tout le début, bah vous avez déjà fait beaucoup pour le chemin. Voilà, donc on a fait comme ça. La double matérialité, un gap analysis qui ensuite nous donne des priorités. Et les priorités, on les travaille chez nous, non pas en ESRS, mais en sujet à travailler. En chantier, ça ouvre des chantiers internes. Ouais, on ouvre des chantiers. Certains chantiers à marche rapide, certains chantiers en marche plus lente, plus compliqués, très compliqués, parce que c'est quand même une marche très haute. Hein, j'ai l'air de minimiser, mais c'est une marche très haute. Mais pour monter la marche très haute, il faut monter l'escalier. Et donc, du coup, on regarde ça. Et puis aussi, quelque chose qui a bien marché en interne, c'est les quick wins. C'est-à-dire que regarder tout ce qu'on a et valoriser tout ce qu'on a déjà ou tout ce qui va être facile à mettre en œuvre. Donner envie et que la CSRD ne soit pas effrayante et donne envie d'agir. Le monde est déjà effrayant. Est-ce que dans le cadre de l'impact que vous recherchez chez EDF, est-ce que finalement la CSRD et les ESRS qui arrivent sont aussi une opportunité d'accélérer le mouvement, de mobiliser en interne plus largement, avec toujours la pression un peu de la réglementation, mais qui permet à des responsables comme vous de faire accélérer des projets, ou c'est de la pure conformité qui n'aide pas finalement la transformation? De toute façon, je pense que c'est notre plus grand risque à tous, hein, c'est qu'on soit vu comme une direction de la contrainte, de l'irritant et du fichier Excel, donc, et perdre le sens. Donc voilà, il faut absolument lutter contre ça. Donc je pense qu'on est tous assez alignés dans les directions qu'elle s'appelle Impact, RSE, Finance Durable, de dire il faut un minimal viable product, et puis on n'a pas besoin d'être les premiers de la classe en fait. Après, bon, nous, quand on a fait exactement le même chemin que Saint-Gobain, on est à 55% CRS ready. Donc honnêtement, ça nous a plutôt surpris négativement, parce qu'on pensait qu'on était beaucoup plus que ça. Donc ça montre qu'il y a quand même une marche. Par contre, moi, ce que je trouve très intéressant, et c'est exactement ce que disait Fabienne, c'est que nous, on essaye de passer d'une vision climat à une vision limite planétaire, et que du coup, on va utiliser effectivement cette vision un peu plus systémique, en parlant pollution, ressources, sociales, transition juste, qui est un sujet majeur, vous imaginez bien, pour l'énergie en ce moment. Et donc moi, je l'utilise plutôt pour une transformation de la vision en silo, pour avoir une vision limite planétaire. Et donc, cette vision modèle d'affaires pour répondre à ça. Et j'espère qu'on va y arriver. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça le plus gros bénéfice, d'amener l'ensemble des sujets au même moment finalement, et de ne pas être focusé que sur climat. Laurence, chez Kering, dynamique proche? Alors, une dynamique très très proche, et ça fait effectivement un peu plus d'une année, donc de façon concomitante avec la création de la direction finance durable, qu'on engage toute la société, bien que Kering était déjà très engagé en fait sur ces sujets-là. On a engagé de façon beaucoup plus large. On a engagé les financiers assez tôt dans le process. Moi, j'ai demandé à mes équipes qu'elles créent une direction de la finance durable au sein de chacune de nos maisons. C'est-à-dire qu'on a un relais, on a un correspondant Sustainable Finance, Green Finance, qui va être formé en fait, qui est formé en fait au fil de l'eau par mes équipes sur ces sujets, et ça permet effectivement d'amener. Depuis un an, on a amené ce sujet au niveau le plus fin des opérations. Donc, on a engagé ces équipes-là, on a engagé notre COMEX et notre comité de direction.
Pour faire face à ce chantier, donc CSRD, ESRS, on a mis en place effectivement STIRCO, enfin toutes les instances de gouvernance que vous pouvez voir dans les grands groupes. Mais c'est vrai que ça a eu la vertu effectivement de véhiculer un petit peu, de marketer un petit peu ce projet, et surtout de faire réaliser en fait aux équipes internes qu'au-delà de simple exercice de compliance, enfin simple entre guillemets parce qu'il reste très complexe, et même chez Kering, même si on est pas mal avancé, la marche est quand même assez challenging également. Donc au-delà de l'exercice de compliance, c'est vrai que d'engager les équipes, de se mettre en mode en organisation, ça a permis effectivement de faire réaliser aux équipes qu'on allait passer plutôt sur un exercice aussi stratégique en fait, et qu'il fallait assez rapidement à la rigueur oublier dans nos discussions l'exercice de compliance pour avoir des vraies discussions où sont situés nos impacts, qu'est-ce qui est matériel pour nous et qu'est-ce qu'on veut discloser également, parce que cette analyse de matérialité que nous commençons également chez nous va être surtout très très importante, et elle va vraiment guider ce qu'on va devoir discloser. Donc là c'est aussi important d'avoir les financiers, les RH à bord, parce que ça va permettre également d'encadrer en fait la volumétrie des data points et des informations qu'il va falloir produire par ailleurs. Donc cet exercice, il est très important. On a également formé nos administrateurs très en avance de phase avec un séminaire climat à peu près d'une journée où, avec notre OTI, nous avons présenté l'évolution réglementaire et effectivement on les a sensibilisés à l'ensemble de ces sujets. Oui, il y a une première étape qui est déjà de former en interne, d'impliquer des personnes qui n'étaient pas forcément si actives que ça dans le dispositif de reporting. Comment vous le vivez concrètement? Est-ce que, pareil, vous avez fait des séances de formation, à quel niveau et comment on embarque? Et puis deuxième question qui va un peu avec, comment on crée, parce qu'on peut comprendre à travers vos propos qu'il y a cette brique stratégique et donc importance de se remettre au bon niveau stratégique, donc au bon niveau de décision au sein des organisations, donc impliquer, former les bonnes personnes, et puis de la transversalité, parce qu'on voit bien que tous ces sujets sont totalement liés. Vous parliez de transition énergétique juste, les sujets sociaux, au sein des sujets environnementaux, on voit bien comment tout est interconnecté, mais aussi entre sociétaux et environnementaux et de gouvernance. Et donc, comment on gère ce besoin accru de transversalité? C'est pas nouveau non plus, mais il y a une rupture là qui arrive, ou une accélération qui est imposée en quelque sorte par la CSRD et les ESRS. Comment vous le vivez, ces sujets d'animation, d'organisation, de formation? Chez nous, j'avais déjà la transversalité, c'est-à-dire que les équipes, selon les sujets, gèrent les reportings, et on avait déjà la transversalité qui était déjà organisée. Donc oui, il y a un effort, il y a un effort de formation, mais c'est plus, je ne sais pas s'il faut parler de SRS ou de formation aux ESRS. Je pense que il y a comment tous ces sujets, et pas seulement le sujet climat, c'est-à-dire au-delà du sujet climat, comment tous ces sujets d'impact sur nos parties prenantes et d'impact de nos activités, de nos décisions, tout simplement, comment ils sont pris en compte par l'organisation, et comment on a des plans d'action qui se relaient dans nos grands groupes, puisqu'on est des groupes qui sont multinationaux, et nous en plus on a différents types d'activités. Donc, comment est-ce que ces sujets-là sont compris déjà? Donc, c'est des formations sur l'intégration de ces sujets dans notre stratégie qui sont chez nous, qui sont récurrents depuis au moins 3-4 ans. Donc, l'intégration de ces sujets d'impact et ces sujets de transversalité, en tout cas, des sujets environnementaux, sociaux et sociétaux dans notre stratégie, on l'avait déjà fait cette étape-là. Donc, c'est peut-être un petit peu plus facile pour nous aujourd'hui. Moi, j'ai aussi... on parle beaucoup de reporting, mais le reporting, il sert à une chose, vérifier que nos plans d'action sont efficaces. Donc, je trouve qu'on concentre beaucoup aujourd'hui nos discussions sur la qualité de nos reportings. Moi, je les ai un peu décalés sur la qualité de nos plans d'action. Et c'est la qualité et la fixation d'objectifs aussi pour répondre à la limite planétaire, comme vous l'évoquez, ce qui n'est pas toujours évident. Les choses, il faut le faire dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est bien, et il y a des équipes de reporting qui travaillent de façon excellente, et c'est difficile pour eux
dans certains cas sur des sujets de qualité de données, de répercussion de la donnée, de compréhension de la donnée, d'amélioration de nos reporting, un reporting social. Enfin, alors moi, je dis toujours, le reporting climat, c'est le plus facile. Parce que le reporting climat, une tonne de CO2, ça a la même valeur partout. Ça se calcule partout pareil. Il y a des équivalences et vous avez des systèmes. Vous prenez les autres sujets, que ce soit biodiversité, que ce soit eau, que ce soit pollution, c'est des sujets locaux. C'est-à-dire que votre impact dépend de l'endroit où vous êtes, de la géographie dans laquelle vous êtes. Et le sujet ressources et économie circulaire, il dépend grandement de votre activité. C'est-à-dire de votre relation avec votre chaîne de valeur. Donc les trois sujets ne peuvent pas se traiter de la même façon et on n'a pas, si on veut un plan d'action efficace et si on veut faire du coup un reporting qui reflète ce plan d'action efficace, c'est pas les mêmes natures de reporting, c'est pas les mêmes équipes de reporting. Il y a des reportings qui doivent être très locaux, il y a des reportings qui doivent être très ciblés, et puis le climat, ça peut très facilement se connecter à la finance. Les autres, quelquefois, un peu moins. Donc il y a ce sujet-là. Et puis il y a le sujet du social, qui est là, pour le coup, ce que nous proposent les ESRS, c'est caler sur la réglementation européenne. C'est bien, mais la réglementation européenne, c'est une toute petite partie de notre activité. Et donc les autres pays n'ont pas la même définition de qu'est-ce qu'un arrêt de travail, les causes des arrêts de travail. C'est le sujet de l'absentéisme, c'est un sujet... pour ceux qui font du reporting social, extrêmement ardu, parce que c'est pas tout à fait les mêmes définitions partout. Donc on peut croire que la définition européenne, on va l'appliquer dans tous les pays. Non, parce que du coup, si on applique cette définition, nos équipes locales ne peuvent plus travailler leurs propres indicateurs selon leurs lois locales. Donc il faudra qu'on trouve des moyens de répondre à la loi sur ce reporting et puis à garder de l'opérationnalité pour les équipes locales. Et puis il y a tous les sujets d'impact sur la chaîne de valeur. On est comme tous, on travaille sur nos achats responsables et sur la mesure de l'efficacité de notre achat responsable. Si je le traduis en ESRS, je vais l'avoir dans le E2, enfin dans le 2, principe. Je vais l'avoir à peu près sur tous les environnementaux selon mes activités. Je vais l'avoir en S2, puisque Workers in Value Chain. Et puis je vais l'avoir dans gouvernance. Et donc, comment de cette action générale de l'entreprise qui nécessite de mobiliser l'entreprise vers un plan d'action efficace, comment est-ce que je vais le traduire en ESRS? Donc, on ne peut pas définir notre stratégie en fonction des ESRS. Il faut, oui, pouvoir faire de la compliance après, mais il faut vraiment avoir en tête que notre objectif premier, c'est de réduire nos impacts négatifs et d'augmenter nos impacts positifs, préserver la planète, préserver les hommes et participer à la société de la façon la plus juste. Fabienne, vous avez listé un certain nombre de défis qui arrivent avec les ESRS, à la fois sur les champs environnementaux et sociaux. Et merci du balayage assez complet, certainement pas exhaustif. Donc, pas exhaustif du tout, c'est le nôtre aujourd'hui. Quand on rentre un peu dans le moteur de la CCRD des ESRS, les difficultés et les questionnements que chacun peut avoir. Karine, qu'est-ce qui vous paraît, quand vous regardez cet ensemble CCRD-ESRS, comme étant finalement le plus difficile? C'est un sujet de technique, des sujets un peu juridiques comme ça a été évoqué sur les sujets sociaux, la capacité à mesurer certains sujets environnementaux avec ces différentes dimensions parfaitement illustrées par Fabienne avec le global, le local, le sectoriel, ou est-ce que c'est plutôt une question de culture, de qualité de la data, de système d'information? Enfin, le champ est très large, mais pour vous, quel est l'élément le plus difficile? Alors, là, on est dans une étape très particulière chez nous, c'est qu'on a décidé de créer une nouvelle direction qui va rassembler la finance et l'impact. Donc là, on est en train de lancer ça. D'accord, donc c'est intéressant cette convergence-là qu'on pouvait imaginer, parce qu'effectivement, on est bien sur l'EFRAG, qui est une instance de normalisation comptable qui a proposé ces ESRS, au niveau international, les IFRS, donc une convergence du chiffre, en tout cas, des financiers et de le but, c'est pas de financiariser la RSE, c'est plutôt de se dire qu'en fait, il faut transformer la fonction finance comme on transforme la fonction RSE. Et donc aujourd'hui, pour moi, le challenge, c'est la conduite du changement dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'en fait,
surtout dans les grands groupes, on a tendance à traiter les sujets en silo. Et donc, on se retrouve régulièrement, et notamment dans une vision limite planétaire, avec les injonctions contradictoires, la concurrence des périls, les dilemmes tragiques, vous l'appelez comme vous voulez. Mais nous, on les a tous les jours, entre climat, biodiversité, climat social, biodiversité sociale, si on prend le sujet de la biomasse, du renouvelable avec les populations autochtones quand on développe, l'extraction minière, enfin, donc tous ces sujets, en fait, on a besoin de les arbitrer. Et donc, la direction de l'impact peut pas être la police des mœurs, en fait. On peut pas être ceux qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc, il faut absolument qu'il y ait effectivement une vision totalement partagée, finalement, des impacts et de la matérialité pour pouvoir faire ces choix stratégiques et éviter de se retrouver avec des actifs échoués ou des controverses majeures. Donc ça, c'est quand même, j'allais dire, le gros chapeau, c'est une énorme transformation en faisant une nouvelle direction et pas avoir deux directions séparées. Donc ça va nous amener sur un chemin qui va prendre quand même un petit peu de temps, je pense. Après, je rejoins aussi ce qu'a dit Fabienne, c'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est de tout essayer de quantifier. Et on le voit bien que c'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose de donner un prix à tout. Et donc, il faut garder du qualitatif. Et le risque que je perçois vraiment, et je pense qu'on est plusieurs à le percevoir, c'est le côté les robots vont regarder des chiffres et ils vont en faire des trucs, on ne sait même pas ce que ça va devenir. Sachant qu'on n'a pas les normes sectorielles, donc ça c'est mon plus gros coup de gueule en fait, c'est on n'a pas les normes sectorielles avant 2026. Et donc moi je trouve que pour mon secteur en tout cas c'est globalement un désastre. Parce que travailler sur la matérialité, on a besoin de le faire au niveau sectoriel, en fait, sur certains aspects. Parce que sinon, chacun va avoir sa propre définition. Et donc, justement, quand on va parler des impacts financiers, d'un risque physique, climatique ou d'un risque de transition, on peut se retrouver avec des choses qui peuvent être très, très différentes. Et donc, si le robot, il regarde les chiffres sans avoir aucune vision du narratif et de la stratégie, on va avoir des gros enjeux, à mon avis, de à quoi sert la donnée. Donc ça revient un peu à ce que vous disiez à la fin. Oui, il y a un enjeu de données, mais c'est plus de qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée, comment elle va être utilisée par les parties prenantes. Moi, je suis déjà hyper frustrée aujourd'hui de tout ce qu'on produit, parce que je produis déjà 1500 indicateurs, par ailleurs, sur un fichier Excel en open source, et j'ai quand même des investisseurs qui me demandent encore des PDF sur les mêmes données que j'ai déjà en open source sur Excel. Donc moi, je suis un petit peu partagée de l'exercice de tick-boxing que font quand même certaines parties prenantes qui n'utilisent pas déjà ce qui existe en fait aujourd'hui. Donc voilà, donc pour moi ça c'est un des risques et mon problème c'est la norme sectorielle qui vient très tardivement. Oui, la question de on peut quand même douter, quelle que soit la qualité du travail qui a été fait par ceux qui ont préparé les ESRS, mais de la capacité à avoir des normes qui soient pleinement comparables, en tout cas qu'on ait des reportings comparables. On voit bien déjà dans certains libellés soit du flou, soit des limites juridiques que vous évoquiez, parce que de toute façon, je pense y a des lois nationales et qu'on ne peut pas forcément tout homogénéiser. Le rêve de la comparabilité, c'est un rêve. Donc il y a peut-être certaines personnes qui y croient, mais c'est un rêve. Donc les données ne seront pas totalement comparables. Et on le voit bien, c'était le rêve de la taxonomie et de la SFDR où on disait tout le monde va reporter des chiffres, puis on voit qu'on est obligé de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire faisons la CSRD et après on verra comment on va les utiliser dans les autres. Donc c'est un rêve, il y a des gens qui pensent encore que tout est comparable. Moi, je pense que de toute façon, derrière les données, y compris un scope 1 et 2 fait GHG protocole, etc., il y a des biais méthodologiques que nous déclarons, c'est-à-dire que l'important, c'est pas d'être comparable, l'important, c'est d'être transparent. Et d'être transparent et avec une assurance qui soit bien appropriée à ça. On a beaucoup parlé du rapprochement, du coup, et on voit avec l'exemple d'EDF évoqué par Karine, de cette culture financière et de la culture ESG. Vous l'incarnez dans ce passage. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux entreprises, ou quels sont vos premiers retours d'expérience sur ce croisement de cultures, parce qu'on a parfois des cultures différentes, chacun devant apporter à l'autre, certainement, si je comprends les propos de Karine, et que ce sera utile en termes de compétences aussi, les compétences que vous voyez nécessaires. Quel retour d'expérience, même si c'est relativement frais, vous pouvez déjà partager avec les entreprises qui se questionnent sur comment faire travailler des financiers et des gens qui s'intéressent à la durabilité dans des grands groupes? Alors effectivement, pour l'avoir vécu, donc on a créé cette direction finance durable il y a un petit peu plus d'1 an. Ça a été un peu le choc des cultures, en fait, on va dire.
quand un financier, effectivement, commence à parler process, de traçabilité, quand bien même, en fait, la donnée est déjà de très très bonne qualité. C'est vrai, quand on arrive avec un prisme, effectivement, où on est habitué en tant que financier à avoir effectivement une data, où on sait exactement la piste d'audit, on sait exactement de quel fichier elle vient. Là où certaines données RSE, on est un peu plus dans le déclaratif et où on a certains process de reporting sous-jacents qui sont beaucoup moins matures que les process financiers auxquels on est habitué à avoir. Ne serait-ce que la difficulté de l'accès à l'information, parce qu'on est sur un scope en dehors de l'entreprise où vous évoquiez les achats et la fiabilité de la donnée. C'est pas forcément un manque de sérieux des entreprises, mais c'est juste d'accès à l'information. C'est vrai que pendant un an, on s'est beaucoup attaché déjà à regarder un petit peu la donnée existante. Avant même l'arrivée des nouveaux textes, on a beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'on a comme données existantes et aujourd'hui, quel est le process en fait, de cette donnée. Donc, on a fait un inventaire avec mon équipe assez précis des datas que nous avons chez Kering, que ce soit au niveau du siège, au niveau des maisons, et surtout, on s'est tâché à formaliser effectivement la traçabilité en fait de ces datas, avec vraiment d'où elles viennent, quelle est la qualité en fait du process qui est en place, et quelle est demain, quels sont les axes de progrès en termes de digitalisation. Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, on parle beaucoup de cette analyse de matérialité qui va guider les KPI disclosés, mais il est vrai, en tout cas dans les grands groupes, que souvent ce sont les centres de services partagés et les équipes financières qui sont derrière les opérationnels. En tout cas chez Kering, c'est souvent le cas. Quand on demande à discloser des KPI sur nos 2000 sites, nos comptabilités sont souvent en centre de services partagés et souvent les informations qui arrivent du process transactionnel passent souvent effectivement par les équipes comptables. Donc de s'organiser assez tôt en mode dual, donc entre les équipes RSE et les équipes financières, ça permet justement de contrôler un petit peu quand même cet exercice, pour pas qu'on se focalise trop sur la data, parce que c'est vrai que l'important, c'est la stratégie, c'est la formalisation de nos plans de décarbonation, c'est trouver les bons KPI associés à ces plans d'action qu'on va pouvoir suivre dans le temps, donc avec la même rigueur que quand on établit un plan financier à 3 ans, on suit des plans d'action et on suit des KPI pour monitorer le progrès en fait, de ces plans d'action. Donc il ne faut surtout pas perdre ça en perspective. Et j'allais dire, moi, dans mon quotidien, j'essaye de mettre un peu de pragmatisme en fait, dans cet exercice auprès des équipes. Parce que si on le complexifie trop, c'est vrai qu'on n'a pas l'adhésion. On n'a pas l'adhésion des opérationnels. Un directeur financier, un directeur RSE dans une business unit, faire du reporting, ça représente vraiment 5 à 10% de leur activité. Le reste est vraiment dédié à leurs actions opérationnelles au jour le jour. Moi, mon rôle au sein de Kering, c'est vraiment d'aller traduire un petit peu ces exigences en discours opérationnel. Venant des opérations, c'est peut-être plus facile, mais en tout cas, j'essaye de former mes équipes dans cette tâche, en fait, à essayer de dire... Bien sûr, il y a une stratégie. Il faut que cet exercice de matrice, de SRS, soit complètement en ligne avec cette stratégie, avec les attentes de nos parties prenantes, avec le monde des ratings et rankings qui en demandent beaucoup plus. Mais quand bien même, essayons de ne pas perdre de vue nos activités, notre stratégie et notre ambition pour essayer de ne pas se perdre dans ces sujets de data et de système. Là, vous êtes toutes les trois très alignées sur le fait que la stratégie, la transformation, c'est ça la motivation et que la CSRD et le SRS doivent être perçus comme au service de l'accélération et du travail sur cette transformation et la mise en place de ces feuilles de route, et moins un sujet de conformité, même si bien sûr il faut s'assurer que les exigences sont respectées.
C'est intéressant l'échange, pour finir sur l'échange entre financiers et ESG, mais on voit bien la chance que les financiers ont à venir sur ces sujets magnifiques de l'ESG est essentielle. Peut-être que ça peut redonner du baume au cœur aux financiers. Je ne sais pas si ça a été votre cas, Laurence, ou est-ce que c'était une patate chaude, je ne sais pas, le sujet de venir sur l'ESG. Et puis inversement, est-ce que ça libère pas finalement du temps, de l'énergie pour les spécialistes impact, durabilité, peu importe, ou RSE, pour ne plus se focaliser sur le reporting, la réponse aux agences de notation et la data, et plutôt travailler sur la transformation. C'est aussi le bon côté des choses, d'être épaulé maintenant par des gens qui sont spécialistes du chiffre. C'est pas trop. Pas encore le cas. Nous, on travaille toujours ensemble depuis longtemps aussi. Donc, moi, je participais déjà au sujet sur la finance durable avec les équipes financières. Donc, je pense qu'on a tous grandi ensemble. Hein. C'est-à-dire que l'exigence qu'il y a dans les ESRS ou l'exigence de nos parties prenantes sur ces sujets-là, tout simplement, hein, puisque au-delà de la loi européenne, elle augmente quand même beaucoup depuis 4-5 ans. Donc oui, les gens de l'ESG ont dû aussi s'adapter à des demandes beaucoup plus précises sur certains sujets, et notamment sur peut-être moins de communication blabla et plus de données chiffrées précises, plus de preuves, de démonstrations que ce qu'on fait est vraiment impact ou pas. Donc on avait ce challenge-là. Moi, l'arrivée de la finance ne m'étonne pas et je la salue, et je suis ravie de pouvoir travailler avec les gens plutôt d'un domaine financier. Après, c'est plus un temps là de transformation pour le coup du sujet en lui-même, et notamment sur les définitions. Et moi, je pense qu'on a un énorme problème de vocabulaire. Hein. C'est-à-dire que les financiers gardent leur vocabulaire. C'est-à-dire, pour eux, ils ont une idée de la matérialité, ils ont une idée du risque, ils ont une idée de la gouvernance, ils ont une idée de ce que ça veut dire. Et il va falloir qu'ils s'habituent à nos propres définitions. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils enlèvent, ou en fait qu'ils s'éloignent de leur mindset habituel, de ce qu'ils ont appris à l'école et de ce qu'ils utilisent tous les jours, et pour venir essayer de comprendre nos mots à nous, qui utilisent quelquefois le même mot, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Et moi, c'est que ce soit avec les auditeurs financiers, puisqu'on a déjà travaillé sur la taxonomie, hein, on a déjà expérimenté tout ça. C'est comment est-ce que nous, on va aussi sortir de notre cocon pour aller essayer de comprendre que les définitions n'ont pas le même sens pour les uns et les autres, et comment est-ce qu'on va faire qu'on se comprenne tous avec des définitions qui ont le même sens pour tous, sachant qu'il y a une définition de l'ISSB, qu'il y a une définition de l'ESRS, qu'il y a une définition de chaque investisseur, qu'il y a une définition des ONG. Donc que chacun a sa propre vision de chaque mot, et que finalement on se parle, on utilise des mots, mais on ne définit pas le sens pour chacun. Et donc on a un biais de communication entre nous tous, et ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on soit très très vigilant. Parlons tous la même chose. L'exercice de double matérialité, vous évoquiez l'avoir commencé, force à reposer aussi les termes, des définitions de ce qui est l'occurrence, etc., le lien aussi avec les cartographies des risques. Est-ce que ça facilite, est-ce que ça pousse à cette convergence ? C'est-à-dire, moi, c'est vrai qu'on l'a fait nous en amont, c'est-à-dire quand on a fait, ça fait déjà l'analyse de matérialité précédente, on avait déjà travaillé comme ça sur définir les mots. S'aligner avec du vocabulaire du risque management, notamment pour les risques de la DPEF, par exemple. Donc s'aligner sur le vocabulaire, signifier les vocabulaires qui n'étaient pas les mêmes, ou en tout cas changer les mots s'ils n'étaient pas les mêmes, parce que nos managers et nos dirigeants, ils ont en tête ce qu'ils ont l'habitude de faire, ou donc il faut aussi les transformer. C'est pas leur dire que c'est différent, mais aussi voir dans quelle occasion c'est plutôt ça et dans quelle occasion c'est plutôt une autre signification. Donc c'est se mettre d'accord sur des vocabulaires, sur des seuils, sur qu'est-ce qu'il y a derrière les mots et comment on emploie ces mots dans notre conversation transversale au sein de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est un gros travail, et c'est quasiment là-dessus qu'on a commencé, c'est-à-dire qu'on fait une séance pour tous nos experts et nos non-experts. On a plusieurs niveaux. On fait des séances dites d'appropriation, où on a effectivement des slides, mais on a surtout beaucoup de questions.
Et donc on répond, ils ont 1h30 pour nous poser toutes les questions sur tout ce qu'ils ont entendu, parce que ça c'est l'autre point, le ESRS, tous les pays d'Europe ont entendu parler, toutes nos équipes en Europe nous en parlent, et donc du coup comment est-ce qu'on guide justement, qu'on les aide, non pas à leur donner des réponses, mais on les aide à comprendre ce mécanisme des ESRS et de la CSRD, comment on l'inclut dans notre stratégie et dans les façons dont on travaillait avant, qu'est-ce qui va changer, et comment on se met tous d'accord sur la marche à suivre des prochaines années. Oui. Oui, ben on va passer aux questions, mais j'ai un petit doute sur est-ce qu'il y a un micro dans la salle. Oui, alors ça nous arrive, si vous attendez une petite minute, on va laisser les minutes qui nous restent pour encore 5. Et non, bien sûr, et Catherine viendra conclure, mais on a prévu un petit échange avec la salle. Je crois qu'il y a un micro qui arrive. Ben voilà. Non, pas encore. Il arrive, voilà, parfait. Voilà, voilà, je vais vous laisser la parole, puisqu'il nous reste un gros quart d'heure ensemble, et c'est parfait. Si on répond aux questions de la salle, c'est encore mieux. Madame devant, voilà. Bonjour. Alors, ma question va être peut-être un peu irritante pour Deloitte, Ernst & Young, etc. On parle énormément de normes. Moi, j'interviens sur l'ESG depuis 2016 et je dois vous dire que, franchement, ça me fatigue. J'ai lu le livre « Confession d'un entrepreneur » d'Yvan Chouinard, Patagonia, qui, en son temps, donc de manière très très précoce, en fait, a embarqué son entreprise dans une démarche RSE. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a découpé l'ensemble de la chaîne de valeur de son métier. Et à l'aune de ces valeurs, en fait, il a arbitré. Il a arbitré très très loin par rapport aux normes de l'époque. Et parfois, je me demande, mais pourquoi on fait tout simplement pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on attend une espèce de convergence qui nous permet de gagner du temps, de regarder ce que fait le voisin ? Enfin, parfois, je me dis, franchement, ça manque de bon sens. Et depuis tout à l'heure, je vous écoute, vous jargonnez, c'est technique, ça veut rien dire. Et franchement, c'est pas du tout inspirant, quoi. Et à un moment, la réalité, c'est juste de faire ce qu'il faut dans son secteur avec un raisonnement planétaire. Parce que de toute façon, quand moi je vois des acteurs qui sont super bien notés mais qui polluent à l'étranger, je sais pas trop ce que ça veut dire, hein, d'avoir une bonne note dans ces conditions. D'abord, merci madame, parce que ça relance le débat vivement. Et je vous remercie. Effectivement, moi je partage votre point de vue, partiellement en tout cas, sur le fait que nous jargonnons. Et effectivement, on est tiré là, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant le point juste avant de Fabienne, de dire déjà, apprenons un vocabulaire identique. Et la CSRD des ESRS, désolé, c'est encore du jargon, mais ça fixe, ça oblige à avoir un même vocabulaire pour pouvoir parler des mêmes sujets et avoir l'ambition que vous avez derrière. Et je pense que, alors on n'est certainement pas parfait, mais j'ai l'impression qu'on a quand même évoqué, et notamment nos 3 invités, l'idée que derrière ce reporting, on n'était pas sur de la conformité pure, mais une vraie volonté de transformation. C'est ça qui nous motive tous, et je pense que c'est notre point commun à tous les 4, si je peux me mettre dans le groupe de nos 3 invités. Mais Karine, peut-être une réaction à ces propos. Je vais bien donner un exemple effectivement sur comment on rend concret en fait ce que vous appelez le bon sens, et je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là, notamment vis-à-vis des salariés. Donc, on a lancé, nous, un atelier qui s'appelle l'atelier Être, en toute raison d'être. On choisit 40 salariés au hasard dans l'entreprise, qui sont surtout pas des sachants sur les projets, et on les fait qualifier, en fait, les projets au prisme de la raison d'être du groupe. Raison d'être qui est dans les statuts. Et donc, d'une certaine manière, on se dit, si nos propres salariés sont pas capables de défendre nos projets, bon, c'est qu'on a un petit problème de bon sens et de boussole. Et donc, c'est hyper intéressant. On essaye de le faire à des moments clés des développements de projets. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des données pour qu'ils puissent juger des impacts, mais pas trop loin pour qu'il y ait encore des choses à changer et que tout soit pas déjà encliqueté. Et c'est là aussi, je le disais au début, un exercice d'humilité très fort, parce qu'on est comme une entreprise d'ingénieurs. On a quand même tendance à se dire qu'on sait ce qui est bon pour les autres et qu'on va convaincre. Et là, en fait, on est quand même avec nos salariés, donc ça reste des parties prenantes internes. On est 167 000 ou 70 000 maintenant chez EDF. Et évidemment, un salarié en Colombie, c'est pas pareil qu'un salarié en France. Et donc, on en revient aussi à la contextualisation. Et quand je parlais du sujet du foncier, quand on développe des énergies renouvelables, des populations autochtones qui n'ont pas de droit de foncier, elles ont quand même le sentiment qu'on est en train d'aller sur leur terre sacrée. Et ça, c'est pas forcément facile à entendre d'un ingénieur à la défense. Donc voilà. Donc je pense que c'est hyper intéressant de déléguer un petit peu ce bon sens. Mais on peut déjà le faire avec nos salariés avant que les ONG viennent nous taper.
ce qu'elles font très bien par ailleurs. Et donc voilà, donc c'est typiquement un exemple pour essayer de garder ce lien entre la raison d'être qui, bon, nous on l'estime être tout à fait alignée avec les limites planétaires, et après la réalité sur le terrain en fait. Et alors, est-ce que l'exercice de double matérialité, encore un peu de jargon, mais nous pousse à se questionner sur des attentes et peut-être de manière plus ouverte que ce qu'on le faisait avant, parce que la grille d'analyse, elle est... Il sera Global Group, c'est-à-dire qu'on ne résoudra pas ce problème-là du bon sens, c'est-à-dire que nous, on est dans 75 pays, on a 170 000 personnes, donc on ne résoudra pas, c'est-à-dire que tout le monde va être un peu frustré de ne pas être dans notre double matérialité. C'est-à-dire, moi je pense que dans ce sujet-là du bon sens, c'est tout le sujet de la RSE en fait. Chaque partie prenante, et c'est pour ça que donc, tout à l'heure quand on parlait d'intégration du dialogue des parties prenantes, chaque partie prenante, elle est présente dans ce qu'on fait, et elle est prise en compte dans ce qu'on fait, mais elle ne va pas s'y retrouver à 100%. Et du coup, surtout quand on est au niveau groupe, et c'est là où nous, on est très haut dans nos tours de la défense, et puis derrière, il faut bien que ça percole, ou en tout cas que la prise en compte locale soit aussi bien faite. Hein. C'est-à-dire que le reporting ESRS, il peut être parfait, la note extra-financière peut être parfaite, et il peut y avoir un problème à un endroit précis de notre chaîne de valeur et de notre activité. Donc c'est vrai que ce qui est possible à une échelle d'une entreprise plus restreinte et puis plus focalisée, eh ben, elle est plus compliquée chez nous. Mais les ESRS ne vont pas résoudre tous les problèmes. Par contre, ça va nous amener. Alors, attends. Après, vous pouvez aussi décider, d'un point de vue groupe, que vous avez des sujets universels et des sujets qui ont un impact culturel. Oui, ça aussi. Voilà. Ça, on le fait. Mais pour le coup, ça n'apparaîtra pas dans notre rapport annuel. Si vous allez chercher ça, vous ne le trouverez pas. Et c'est du coup, c'est pas parce qu'on ne le trouve pas dans notre rapport annuel que ça n'existe pas. Et nous, dans les préconisations de l'application de l'ESRS, on a dit on faisait déjà beaucoup de choses et beaucoup de choses bien, et c'est pas parce que c'est pas dans la communication réglementée que ça n'existe plus. Donc c'est tout cette partie de l'iceberg qu'on ne voit jamais, ou qu'on voit très peu, ou qu'on voit que quand on est la partie prenante concernée. Alors, il y a bien l'idée de affected stakeholders dans le SRS, mais ça ne résoudra pas ça. On restera des grands groupes qui vont donner dans ces rapports annuels des visions globales. Quel détail de la transparence et du reporting, jusqu'où on descend précis. Il y a une autre question. Oui, Karine. Bonjour, Karine Merle du MEDEF. Je voulais rebondir sur les propos de Fabienne Graal au début. Vous avez rappelé que les normes ESRS sont extrêmement conceptuelles, techniques, d'où la remarque aussi de Madame sur le jargon dans tout ça. On a constamment demandé au cours de ces travaux de standardisation de revenir à un vocabulaire beaucoup plus accessible, compréhensible par le chef d'entreprise. On n'a malheureusement été que peu entendu. Du coup, il y a une inquiétude très importante qui monte ces derniers temps, maintenant que la CSRD entre dans une phase d'application, du point de vue notamment des plus petites entreprises, de vos sous-traitants, à toutes. Vous avez bien démontré, je pense, aujourd'hui à quel point cet exercice va être complexe. Comment ça va cascader ou pas par des demandes, des questionnaires auprès de vos sous-traitants? Jusqu'à quel degré? Est-ce qu'il y a des PME qui vont devoir faire tout ce qui paraît aujourd'hui extrêmement élaboré et complexe? Et est-ce que vous allez les accompagner dans ce travail? Où en êtes-vous dans les réflexions à ce sujet? Et si je peux me permettre, Karine, pardon, il y a aussi des sous-traitants qui sont potentiellement plus gros que vous, ou plus puissants, ou sur lesquels vous ne pouvez pas forcément demander, influer ou avoir d'informations. J'imagine que le côté, l'image que le sous-traitant est plus petit et on peut lui imposer ce qu'on veut, et pas forcément la réalité économique. Vous êtes Fabienne, et moi puis je vais répondre déjà sur un point. On ne va pas faire la même chose que ce que nous demandent les financiers avec les investisseurs, c'est ça, pour suivre. C'est-à-dire où on se retrouve avec des questionnaires avec plein de questions et aussi certaines ne sont pas matérielles pour nous et avec une pression importante. Donc moi je pense que d'abord il y a une notion de respect des entreprises et respect de nos partenaires.
il y a du temps qui est donné, et ce temps qui est donné, il doit être aussi pour nos partenaires. C'est-à-dire que moi, dans les priorités qu'on a fixées, c'est tout ce qui est possible de faire chez nous en termes d'exigences réglementaires. On le fait en priorité et on laisse du temps aux sous-traitants et aux fournisseurs pour faire la suite. Moi, j'ai un souci quand même. Alors, pour moi, les sous-traitants et la chaîne de valeur, ça va beaucoup venir de l'ACS 3D. Donc là, pour le coup, j'attends parce que l'ACS 3D, ça va être autrement plus compliqué. Mais il y a quand même... Nous, on avait déjà, par exemple, la santé-sécurité pour nos sous-traitants et nos intérimaires depuis plusieurs années. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire déjà chez nous avec ce qu'on a, on va le mettre en œuvre. Le dialogue, que ce soit sur le scope 3, que ce soit sur les achats responsables avec les fournisseurs, on l'a depuis 5 ans, 5 ans, enfin même plus que ça, 7-8 ans. Donc on a des stratégies qui sont en place, il y a des systèmes en place de dialogue avec nos fournisseurs qui est là depuis bien avant. Donc on va continuer là-dessus. Je ne suis pas pour leur demander des informations qui les mettraient en position de faiblesse. C'est-à-dire que quand on leur demande des choses sur les écarts de salaire chez eux ou sur les choses, on leur demande des éléments qui sont structurants pour leur rentabilité. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point on est légitime pour aller récupérer ces informations-là et sous quelle forme il faut qu'on les récupère. Donc là, il y a beaucoup de soucis de digitalisation, d'accès à l'information. Et de contractualisation, ça veut dire qu'il faut repenser aussi des contrats pour leur demander. Et de préservation de leur secret des affaires qui est important. Donc, il nous reste 2 petites minutes pour laisser Catherine conclure cette discussion. Je voudrais vous demander un peu dans la perspective de la question de Karine sur finalement, vous êtes des groupes matures, d'une taille significative, et puis il y a tous ces nouveaux entrants au reporting et potentiellement les partenaires avec qui vous avez demandé des informations comme on vient de le voir. Quels seraient vos conseils aux entreprises qui sont peut-être moins matures que vous pour défricher ce sujet avec tout le jargon qui va avec, madame, et comprendre de quoi il s'agit et faire se préparer à ce qui arrive 2024, 2025 et peut-être après pour d'autres? Alors évidemment, je suis vice-présidente du C3D, donc je vais faire la pub pour mon association. Non, mais on a la chance quand même en France d'être dans un écosystème hyper riche en termes de RSE, donc il y en a peut-être trop d'ailleurs, et des fois c'est pas facile d'allouer nos ressources entre toutes les coalitions, mais effectivement je trouve des outils formidables, que ce soit le C3D, l'ORS, PE, Comité 21, Global Compact, il y en a énormément en France. MEDEF bien sûr fait beaucoup de choses aussi, mais du coup je pense qu'il faut s'allier, je veux dire, on n'y arrivera pas tout seul, et donc tout ce qui peut être défriché, aidé par ces coalitions d'acteurs, qu'ils soient sectoriels ou pas d'ailleurs, je pense qu'il faut les utiliser, et tous les jours vous avez des conférences sur la CSRD pour vous aider à décrypter. Et puis après, effectivement, en tant que grand groupe, moi je nuancerai un tout petit peu la remarque. J'ai l'impression quand même que on s'est caché souvent sur nos propres engagements en se disant notre value chain n'est pas prête, pour découvrir qu'en fait ils étaient super prêts et super avancés et qu'ils nous trouvaient trop lents. Donc je pense qu'il faut quand même aussi nous-mêmes changer notre façon de penser des fois, parce que eux-mêmes le voient comme une source d'attractivité majeure pour recruter, et qui savent qu'ils ont besoin eux-mêmes d'accélérer. Après, il y a un enjeu financier, effectivement, pour certains. Et typiquement, EDF est rentré dans le pacte Alliance PME avec 6 autres grands groupes industriels pour aider les PME à s'équiper en termes de ressources, de cabinets de conseil. Typiquement, on a tous nos grands groupes, en tout cas EDF, Schneider, on est plusieurs à avoir des cabinets de conseil internes en décarbonation qui peuvent être utiles à ces PME pour déjà faire leur feuille de route sur la partie climat. C'est pas tout, mais c'est déjà une première partie. Donc voilà, donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas non plus tout le temps se dire ils sont pas prêts, ils savent pas faire. Et cette collaboration, on la retrouve aussi chez Kering avec de l'innovation sur les matériaux de demain, la production. Tout à fait d'accord avec ce que Karine vient de dire. Il ne faut pas sous-estimer effectivement les plus petites entreprises parce qu'elles y voient aussi beaucoup d'opportunités dans ces sujets. Et elles y sont déjà contraintes de par leurs investisseurs, de par quand elles sont soumises, quand elles souhaitent lever de la dette. Aujourd'hui, même des petites agences bancaires en province ou des petites PME françaises demandent à intégrer de plus en plus d'indicateurs de durabilité dans leurs dossiers.
Par contre, c'est vrai qu'il faut les aider. Donc, je crois aussi beaucoup aux coalitions. C'est vrai qu'engager ce qu'on dit notre scope 3, désolé du jargon, mais effectivement, engager notre chaîne de valeur, c'est très, très important. Je fais aussi appel un peu aux sociétés tech, un peu aux sociétés d'intelligence artificielle, parce que j'espère bien que demain, on aura un accès à la data beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai que quand on a des chaînes de fournisseurs très fragmentées, ce qui est le cas pour nos activités, où on parle de petits artisans en Italie ou en Espagne, ces PME-là ne sont pas du tout effectivement super équipées en termes de système d'information, et c'est surtout qu'elles sont sollicitées de toutes parts. Elles sont sollicitées par nous, par nos concurrents, par d'autres acteurs. Donc effectivement, il faut les aider à leur rendre la vie plus facile. Un travail collaboratif. Mais, merci, on va arrêter là pour ce jour, même si on aurait eu envie de continuer à vous écouter sur votre retour d'expérience. Merci beaucoup à toutes les trois pour donner envie, j'espère, de continuer à accélérer, à préparer la CSRD et les ESRS. Vous retrouvez notre étude, je crois qu'elle sera disponible en ligne dans quelques heures avec des exemples, des bonnes pratiques, des illustrations. Je vais livrer un secret, mais vos 3 entreprises apparaissent au moins à un moment comme ayant une illustration inspirante. Alors on n'a pas distribué les bons points, hein, on est là juste pour donner qui fait quoi et être le plus pragmatique et le plus concret possible pour ceux qui veulent des choses efficaces et qui vont changer vraiment les pratiques des entreprises. Nous, on s'arrête là. Je laisse Catherine pour le mot de la fin. Alors d'abord, un immense merci aux panélistes et à Julien pour l'animation. Tout a été dit, donc je voudrais juste insister peut-être sur 2 ou 3 points qui me paraissent très importants et partagés. Le premier point, c'est qu'on n'a pas parlé là en fait de reporting, on a parlé de stratégie, on a parlé de business model, on a parlé de mutation des entreprises dans le cadre des transitions écologiques, sociétales, etc. Et ça, je suis ravie parce que je me l'étais noté avant la discussion et je vois que tout le monde l'a dit et je crois que c'est complètement fondamental. Dans ce contexte-là, CSRD, ESRD, promis, je prononce plus les acronymes, sont des outils, il faut les prendre comme des outils, il va falloir les apprivoiser comme des outils. Et là, en fait, on a déjà une première période de 3 ans où on est un petit peu dans la mise en place, avec d'ailleurs un calendrier étagé. Et je dis ça parce qu'il y aura en fait une clause de revoyure. Et toute cette première période de mise en œuvre, il faut vraiment qu'on joue le jeu au maximum de manière intelligente pour pouvoir aussi faire des retours au pouvoir public, français, européen, sur la manière dont ça se passe. Donc tout ça, c'est le début d'une aventure. Julien et moi et d'autres, on est dans le comité ANC. Fabienne a participé à l'élaboration des premiers drafts, etc. Donc on est dans un monde de dialogue. Je ne crois pas un monde de bisounours, mais un monde de dialogue. Je pense qu'il faut jouer le jeu au mieux, avec des difficultés, ça ne va pas être simple, mais il faut avancer et c'est un chemin qu'on est en train de bâtir au service d'une stratégie. Donc, par rapport à vos équipes ou à vos responsabilités directes, si vous êtes chargé de reporting dans vos entreprises, il faut bien sûr répondre à la demande, mais il faut toujours faire un pas en arrière, revoir la stratégie, où on en est, de quoi on a besoin et de quoi est-ce qu'on parle et pourquoi. Et ensuite, effectivement, année après année, donner des informations. Je pense que si on avance sur ce chemin-là, ça peut donner aussi une force et une solidité au discours des entreprises par rapport aux accusations, parfois greenwashing, etc. Il y aura des gens extérieurs qui vont valider, qui vont auditer, et je pense que ça peut être un outil extrêmement important pour nous. Un point aussi qui m'a paru extrêmement intéressant dans ce débat, c'est que là, vraiment, on a une concrétisation formidable du lien entre le développement durable devenu RSE, devenu ESG, on l'appelle comme on veut, et la finance. Et ça fait longtemps que je pense que effectivement, ça c'est la clé, et c'est un énorme défi en termes d'organisation, en termes de compétences, mais on est à tous intérêt. Et là, quand les affaires, les dossiers, les sujets RSE sont au cœur de la finance et de la stratégie, on parle vraiment de l'entreprise avec son côté noble, comment elle évolue, comment elle s'adapte, qu'est-ce qui va continuer, qu'est-ce qui va bouger. Je crois que je vous ai dit l'essentiel.
de ça. Je voudrais peut-être finir sur les PME. On n'en a pas beaucoup parlé, ça a été un petit peu évoqué à la fin du débat. Il y a 2 normes spécifiques, des standards spécifiques qui vont arriver pour les PME. Un standard obligatoire pour les PME cotées et un standard volontaire pour les PME non cotées qui voudront s'engager dans la démarche avec un certain nombre de critères. Je pense que ça aussi c'est très important parce que les grands groupes qui n'étaient pas ici pour donner des leçons, mais parce qu'ils sont déjà engagés dans des démarches peut-être un peu plus développées que d'autres. Les grands groupes ont besoin des PME. Certaines PME vont s'engager directement dans ces démarches, ou vont y être contraints par la norme sur les PME cotées. Nous accompagnerons tout ça. Pour les PME cotées comme pour les PME volontaires, les normes seront un peu plus légères, surtout la norme volontaire, n'est-ce pas Julien ? En principe, c'est ce qu'on nous a dit. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Mais... Donc, je pense que nous sommes vraiment dans un cheminement très important, essentiel pour nos entreprises. On ne parle pas de technique, même si tout ça est très technique. On parle de stratégie. Et je vous remercie et rendez-vous l'année prochaine.